Je vous remercie d'abord d'être présent à cette heure matinale donc pour cette conférence débat et questions-réponses, hein, surtout aussi après, sur le thème de la prospection, de la fidélisation des clients et du bon usage des outils numériques qui sont bien nombreux. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom du magazine Conquérir que je dirige. C'est la 4e conférence qu'on fait sur Salon qui est toujours un grand succès et on en est très content parce que trop souvent on a pu constater, je crois que c'est la 14e année qu'on est partenaire de ce salon, que les porteurs de projets, les créateurs en puissance s'intéressent d'abord aux questions, et c'est légitime certes, mais enfin de protection sociale et autres. Le plus important, c'est vraiment savoir un bon projet et ensuite d'arriver à le développer. Et le commercial, c'est vraiment bien sûr le nerf de la guerre, on le dit, et c'est très vrai. Il y aura 2 parties dans cette réunion. Une première partie donc où on va poser un certain nombre de principes, avoir un débat avec mes 4 intervenants de ce matin. Et puis dans un deuxième temps, donc on verra si vous avez des questions à poser. En général, il y en a, et on essaiera d'y répondre, bien sûr, moi et puis mes intervenants. Cette conférence donc est enregistrée sous forme de podcast. Elle réapparaîtra donc sur le sur le site du salon des entrepreneurs pendant un an. Et le compte rendu de cette réunion se trouve ensuite sur le magazine Conquérir, donc daté mars ou daté avril, en tout cas qui paraîtra le 24 mars prochain. Écoutez, je vais demander à mes intervenants donc de ce matin, que je remercie d'être là avec nous, de bien vouloir tout d'abord se présenter et présenter succinctement leur activité, et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet des discussions. Donc je vais commencer par ma gauche, donc s'il vous plaît, donc à l'extrême gauche. Donc, bonjour, Sandra Collomb. Donc moi je travaille pour Orange Application for Business, qui est une nouvelle entité d'Orange Business Service qui a en charge en fait de développer toutes les activités autour du développement d'applicatifs et l'intégration des systèmes sur 3 piliers principaux, hein, que sont l'expérience client, donc comment améliorer l'expérience client avec les outils qu'on vient même de proposer, toutes les activités autour du machine to machine et des objets connectés. Aujourd'hui, on gère déjà un peu plus d'1 million d'objets connectés et on sent que la tendance va grandir. Et puis le 3e pilier, hein, de nos activités, c'est tout ce qui tourne autour du big data et de l'analytics. Effectivement, avec l'ensemble de nos activités, on a énormément de données et l'objet, c'est d'essayer de valoriser, comprendre ces données et de leur donner de la valeur et donner de la valeur pour nos clients surtout. Voilà. On continue. Bonjour à tous, Cédric Ternois, moi je suis président de Jalix. On est une structure qui accompagne en fait les clients, essentiellement des PME, mais parfois des plus grosses structures aussi, sur notamment diverses activités, mais notamment tout ce qui est gestion de la relation client, excusez-moi, avec effectivement soit un accompagnement en termes de mise en œuvre, mais parfois très en amont sur la partie définition un peu des besoins et orientation en termes de conseils. Merci pour cette présentation succincte. Bonjour, je suis Laurent Corbellini, je m'occupe du marketing chez ALD Automotive France. ALD Automotive France est la filiale de la Société Générale. Nous finançons des flottes automobiles d'entreprise pour des grandes flottes, petites flottes, moyennes flottes. L'intéressant, c'est que la relation client est au cœur de notre stratégie. Et c'est ce qui nous a permis, ça a été un des critères de différenciation de notre entreprise sur notre marché. Bonjour à tous, je suis Arnaud Pagès de Marketing & Co. On est un groupe indépendant de communication marketing service qui intervient sur tout ce qui est programme de conquête et de fidélisation de clients et qui opère sur l'ensemble des médias et des canaux de communication, qu'ils soient traditionnels, digitaux ou call center. Au départ, nous étions, comme vous, une entité, une petite entité, puisque ça s'est créé avec 2 personnes en 96 pour être aujourd'hui un groupe d'un peu plus de 80 personnes.
Donc on déploie nos activités pour nos clients plutôt grands comptes et on les accompagne justement dans les déploiements de stratégies de fidélisation et de conquête de nouveaux clients, plutôt B2B ou B2B2C via des réseaux de distribution. Oui, alors à propos de B2B, c'est-à-dire disons de relations entre entreprises, on va dire, ou d'entre B2B2C, donc entreprise à entreprise, et ensuite in fine, bien sûr, un consommateur. On va plutôt là se situer dans la première partie de cette réunion, si vous le voulez bien, sur la relation, ce qu'on appelle B2B, pour simplifier les choses. Mais ce qui n'empêche qu'on abordera quand même aussi quelques questions qui peuvent être relatives au B2C, et qu'ensuite, dans les questions que vous serez amenés à nous poser, bien sûr, on est tout à fait là pour vous répondre sur les questions plus particulièrement B2C. Voilà, petite parenthèse. Donc, je voudrais dire aussi qu'il y a 2-3 places disponibles devant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des difficultés pour s'installer, mais donc n'hésitez pas à venir vers nous. Donc, Laurent Corbellini, vous êtes un directeur marketing expérimenté, proche aussi des forces commerciales, ce qui est pas toujours forcément le cas des directions marketing, tout dépend comment on est organisé. Peut-on dire que tous les fondamentaux ont changé aujourd'hui avec le numérique en matière de prospection et de suivi commercial ? Alors c'est une bonne question, hein. C'est quoi un fondamental dans la fidélisation, dans la relation client? Moi je vais très vite vous donner, parce que le temps est précieux, ma vision. C'est que les outils apportent la capacité de structure. La digitalisation apporte une expérience client de plus en plus agréable, de plus en plus rapide, efficace. Par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier un fondamental, c'est la relation humaine. C'est très très important. Et on a tous vécu, on a tous un exemple. Hein, je pourrais vous interroger tous, je pense que vous me diriez ma banque, ma compagnie aérienne, mon truc, voilà. Il est très important qu'on ait une très bonne expérience client. Je prends le cas d'Air France aujourd'hui, ils ont réussi à nous faire tout faire. Hein. On réserve, on arrive, il y a une borne, et tout ça. On pilote pas encore. Non, mais ça va pas tarder. Par contre, est-ce que côté relation humaine, lorsqu'on a besoin d'être aidé, est-ce qu'on a vraiment quelqu'un à côté de soi? C'est le cas. Moi, j'ai vécu ça à l'aéroport. J'avais un problème. Il y a quelqu'un. Donc, les fondamentaux. Le fondamental de la relation avec un client, c'est d'abord la relation. Ensuite, les outils, la structure, le process, l'idée, la façon dont on a envie de relationner avec le client. Ça, c'est personnel à l'entreprise, au projet, à l'expérience qu'on veut faire vivre au son client. Donc j'ai envie de dire le numérique, oui, les fondamentaux d'abord. Arnaud Pagès, vous êtes si j'ai cru comprendre, on se connaît depuis une semaine, hein, donc on n'est pas tant que ça, mais enfin bon, j'ai l'impression que vous êtes directeur commercial, vous avez un tempérament commercial, c'est clair, mais sur l'outil téléphone, est-ce qu'on peut dire que c'est un outil numérique ou c'est déjà, ça fait partie des outils anciens? Ça reste un outil ancien, mais on l'accompagne du numérique, c'est-à-dire que dans une démarche où on parle d'interaction client et on utilise le téléphone, que ce soit en contact entrant ou en contact sortant, on finalise très souvent la conversation avec le client, avec le prospect, avec une interaction digitale. Très souvent un mail, très souvent une envoi d'informations. On peut le relayer sur le site internet pour lui donner de l'information. On peut l'accompagner pour télécharger une appli s'il a besoin de télécharger l'appli parce que ça va lui permettre d'avoir les informations dont il a besoin. Donc ça reste effectivement du traditionnel, mais c'est là où on crée la relation et on crée la valeur, comme disait Laurent Corbellini, puisqu'on va avoir une prise de contact direct et on va pouvoir donner la bonne information au client qui la souhaite. Et donc c'est un outil complémentaire de l'ensemble de la démarche. Et on a une tendance ces derniers temps où on était dans une démarche 100% digitalisée, où on essayait, pour aussi des raisons de coût, de structurer la relation plutôt par mail, plutôt par approche numérique. Et à un moment donné, le consommateur, l'utilisateur final, il a besoin de contact, il a besoin de pouvoir entrer en relation, il a besoin de l'information maintenant, et de plus en plus, il va prendre son téléphone et il va appeler. Donc ça revient aussi dans l'air du temps, et ça c'est un élément complémentaire de l'ensemble des canaux qui ne disparaît pas et qui revient un petit peu.
Alors donc toujours la même chose. Excusez-moi. Il y a des places devant. Hein, n'hésitez pas à venir. Pardon. Cédric Ternois, merci Arnaud Pagès. Cédric Ternois, vous êtes un spécialiste. On l'a dit tout à l'heure, de l'intégration des logiciels de gestion et en particulier ce qu'on appelle le CRM. On y reviendra tout à l'heure sur la définition précise et l'intérêt. Mais vous êtes aussi PDG de votre société et vous êtes très actif commercialement, je le sais. Utilisez-vous beaucoup des outils numériques dans votre propre prospection et vos suivis, ou est-ce que simplement vous les vendez aux autres ? Non, on les applique aussi, parce qu'en plus on est une petite structure, on est une quinzaine de personnes, et c'est un élément différenciant pour nous de pouvoir être assez imaginatif sur un certain nombre de sujets et d'adresser par des canaux qu'on n'aurait pas accès historiquement des prospects. Et en plus, la relation client a considérablement changé sur notre activité depuis quelques années, puisque nous on fait essentiellement aussi du mode cloud, et on s'aperçoit que dans le cycle de vente a considérablement évolué, et on a des clients de plus en plus tard dans le cycle, parce qu'ils ont déjà fait, eux, une espèce de présélection d'outils, d'analyse avec les outils numériques. Et donc, c'est un moyen de les capter aussi, de voir un petit peu par quelle manière ils se documentent, ils analysent le marché avant d'arriver chez nous. Et donc, aujourd'hui, on est actif sur pas mal de sujets différents, et on a effectivement étoffé un peu notre façon d'adresser les clients, qui était historiquement plutôt classiquement téléphonique ou emailing. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus actif sur les réseaux sociaux, sur les avis d'experts, pour essayer de capter des clients un peu différemment avec des supports numériques différents. Sandra Collomb, sur le même thème. Alors disons que nous, Orange Business Service, on est plutôt dans une logique de fournir des solutions effectivement en mode cloud. Ça nous permet, en fait, le mode cloud, de pouvoir démocratiser tous ces outils pour des petites structures. C'est pas ces outils-là, c'est nécessaire, hein, comme le disait, l'humain est important, mais il faut aussi que ces outils soient accessibles pour les petites entreprises comme les grandes. Et effectivement, au travers du mode cloud, ça nous permet de pouvoir proposer les solutions qui vont gérer les différents contacts, que ce soit le mail, le téléphone, le chat, les réseaux sociaux aujourd'hui, et qu'une entreprise puisse avoir... Je coupe 2 secondes, hein, parce qu'on va revenir sur c'est juste sur le thème de votre approche par rapport justement à l'attente des clients. Vous me répondez là, mais sur l'aspect contact, parce que c'est un peu on embraye là sur la suite. C'est-à-dire qu'on constate un changement d'attitude des acheteurs ou clients au sens large vis-à-vis de l'irruption du numérique. Est-ce qu'ils sont demandeurs ou au contraire rétifs à un contact direct, quoi? Non, je crois que le contact direct, on le voit bien dans les chiffres, dans les statistiques. Le vocal, c'est toujours le premier, c'est le premier contact en termes de volume. Aujourd'hui, nous, consommateurs, nous voulons avoir différents moyens pour contacter la marque, l'entreprise, le service. Donc ça, les entreprises sont demandeuses. La question, c'est l'organisation autour de tous ces contacts. Plus on ouvre des canaux, plus il faut en gérer. Donc effectivement, elles sont demandeuses. On constate, on dirait un taux d'équipement qui commence à être le téléphone, le mail, et puis de plus en plus le chat et les réseaux sociaux. On voit arriver aussi les objets, on en parlera un peu plus tard, les objets connectés dans la relation client. Donc oui, il y a un engouement des entreprises pour tous ces outils, et surtout pour leur permettre de mieux performer commercialement au quotidien. Laurent Corbini, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous constatez un changement d'attitude des acheteurs aux clients au sens large vis-à-vis de l'irruption du numérique? Finalement, il y a des gens peut-être qui disent finalement ça me convient bien d'avoir personne, ça va plus vite, Internet, machin, c'est vachement plus simple. En tant que marketeur, moi j'observe le comportement des clients. Il existe aujourd'hui plusieurs canaux. Le téléphone, le mail, le formulaire, le chat. La première chose, c'est quelqu'un qui s'adresse à une entreprise suivant un canal, c'est déjà un choix. Il a une envie, premièrement. Ensuite, on peut regarder le degré d'urgence, je dis bien urgence, de son attente en termes de réponse. Il téléphone, il veut qu'on lui parle tout de suite, c'est immédiat. Un SMS, c'est quoi? 2 minutes? Un email, c'est peut-être quelques heures. Le chat, c'est je suis en même temps en interaction, je suis sur votre site internet et je suis en même temps en interaction avec vous. Donc je pense que, pour moi, il faut avoir une grande capacité à s'adapter à son client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ça va être simple pour lui, plus ça va être simple. Il vous appelle, vous répondez. Il vous écrit, vous lui réécrivez, il fait un SMS. Plus ça va être simple pour lui, plus ça va être compliqué pour vous.
Pourquoi ? Parce qu'il va falloir adresser ces canaux et mettre les ressources en face. Alors, on s'aperçoit que suivant les produits, suivant les typologies de services, peut-être même les heures de la journée, les canaux vont être différents. Il est clair que plus on s'approche de la soirée, plus on est sur de l'écrit, et puis la journée, on est sur le téléphone. Donc, la bonne idée, c'est d'avoir du bon sens et de se mettre en face du client et de lui offrir de la simplicité. Ça doit être très simple pour un client. L'expérience client doit être très très simple pour lui. Donc les outils peuvent vous aider à diriger, à orienter, à mesurer déjà quand vos clients vous appellent, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vous demandent, et ensuite à vous organiser pour répondre à cette demande. Arnaud Pagès, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez le droit de pas être d'accord avec Laurent Corbellini. Je suis assez d'accord avec Laurent sur toute cette partie de simplification et d'interaction client. Mais on parle du client, donc ça c'est un élément clé. Mais avant qu'il soit client, il est prospect. Donc il y a aussi toute la problématique de la conquête. Comment je convertis cette personne qui connaît ou qui ne connaît pas mes services et qui devient mon client. Quand je suis une marque connue, reconnue, c'est assez facile parce que le client, spontanément, il a envie il veut changer de voiture, il veut acheter une Audi, il veut acheter une Renault, il sait ce qu'il veut, c'est plus facile. Si vous êtes dans une activité un petit peu spécifique, vous n'avez pas une marque forte, vous vous lancez, vous n'êtes pas connu, globalement, comment vous faites pour toucher vos cibles ? Aujourd'hui, effectivement, sur les canaux digitaux, on va être surtout sur du contenu. Voilà, on va amener du contenu, on va faire des blogs, on va amener de l'information pour se faire connaître. Donc ça, c'est un élément pour travailler sa notoriété, se faire connaître. Mais à un moment donné, le prospect, si on l'active pas, si on va pas vers lui, spontanément, il viendra pas vers vous. Ou un coup de chance parce qu'il est dans son cycle de recherche, il tombe au moment, il voit un article sur vous et il va prendre contact avec vous. Mais si vous attendez ça, à un moment donné, il y a aussi la démarche proactive. Et là-dessus, le média de la prospection un petit peu traditionnelle revient en force parce que c'est un moyen d'activer directement le prospect qu'on cherche à toucher, notamment en B2B. Quel est l'interlocuteur dans l'entreprise que je veux toucher, le DAF, le directeur commercial, le directeur marketing, etc., qui me connaît pas. À un moment donné, la prise de contact direct va permettre de livrer le message, prendre l'information et essayer de prendre un rendez-vous pour après montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on fait pour convertir le prospect en client. Donc il y a effectivement toute cette partie simplification une fois qu'on a le client, mais il y a aussi quid de comment je fais pour avoir des clients et comment je déploie et j'organise mon commerce. Est-ce que je le fais avec des commerciaux? Est-ce que je le fais en direct? Est-ce que je le fais en parcours 100% digital? Voilà, donc tout ça, c'est des éléments clés pour après avoir des clients, mais la phase amont sur la conquête est quand même un sujet très important aujourd'hui. Cédric Ternois sur le même thème. Alors nous, on a effectivement bien vu une évolution chez nos clients, notamment sur des offres spécifiques, notamment cloud, où on a fait une statistique il n'y a pas très longtemps justement, où il y a encore 2 ans, 100% de nos clients, on les avait vus rencontrés sur site chez eux, et on avait eu finalement que 1% de nos contrats qui avaient été initiés par un appel entrant sur le site web ou sur son appel téléphonique. Aujourd'hui, il y a 60% de nos clients qu'on n'a pas rencontrés sur site. Alors ça ne veut pas dire qu'on les a pas eu au téléphone, qu'on les a pas eu. Il faut absolument pas opposer, je pense, la partie digitale et finalement relation humaine, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Par contre, la relation a changé, c'est-à-dire qu'on ne va plus forcément physiquement chez eux. On fait des webcasts, on a des conférences téléphoniques, mais du coup, la relation a effectivement évolué par rapport à ça. Et par rapport au nombre de pourcentage de ventes qu'on a initié par rapport à quelque chose qui venait en appel entrant ou effectivement d'un email entrant ou d'un contact posté sur notre site web, aujourd'hui c'est 30%. Donc ça a considérablement évolué et on s'aperçoit que ça c'est aussi dû à la communication qu'on a fait en amont. On disait effectivement il faut se faire connaître beaucoup plus et ça, les outils digitaux nous aident à le faire et ça nous ramène effectivement du trafic sur le site. Et là il faut par contre aussi faire évoluer les sites. Notre site a beaucoup évolué, il va encore évoluer, d'ailleurs la nouvelle version sort la semaine prochaine, avec beaucoup plus de contenu parce que les gens sont demandeurs d'avoir un contenu qu'ils peuvent consommer tout de suite pour voir effectivement si ce qu'ils avaient pressenti est ce qui les intéressait, et après il va vous demander un contact. Et là je rejoins tout à fait ce qu'on disait, c'est-à-dire que là le contact il doit être immédiat après derrière par contre. On peut plus attendre de répondre sous 2 ou 3 jours à un contact qu'on a reçu sur un site web. Là il faut quasiment rappeler dans la demi-heure, sinon le prospect il est volatile, il est parti ailleurs. Donc là il a consommé une vidéo,
Et là, il envoie un poste, il faut qu'on réponde dans la demi-heure. Au-delà de ça, on sait qu'on a perdu le client. Même dans votre domaine qui est quand même spécialisé. Ouais, tout à fait. Oui, c'est pas... Bien, bon, on va peut-être rentrer dans le détail là plus des outils numériques. Donc, en parlant, donc peut-être Sandra Collomb, donc je vous ai interrompu tout à l'heure, mais vous allez pouvoir là nous évoquer en quelques minutes là peut-être les différents outils numériques proposés par Orange, peut-être pas seulement d'ailleurs par Orange, surtout pour démystifier et expliquer certains concepts à la lumière de ce que vous faites, bien sûr. Effectivement, les outils numériques vendus par Orange ou qui sont disponibles sur le marché, c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour de la gestion des canaux. On vient de l'entendre. L'efficacité commerciale, puisque c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre dans un délai, on va dire, idéal et attendu par notre client avec les bonnes informations. Donc du coup, les outils, ils sont là pour pouvoir organiser, structurer les données, permettre effectivement d'être efficace et de donner un cadre de travail aux gens qui sont là pour les commerciaux ou les personnes dans l'entreprise qui gèrent aussi les services clients. Fidéliser son client, c'est aussi avoir un service commercial, un service client de qualité. Et effectivement, tous les outils type, donc on parlait du mail, on parlait du chat, on parle des réseaux sociaux, sont aujourd'hui des outils qui sont disponibles assez facilement au travers, donc on le disait, des modèles cloud. Et puis l'intérêt de tous ces outils, c'est de pouvoir capitaliser sur les données qui transitent par ces plateformes, et donc derrière de donner de la valeur à ces données. Typiquement, aujourd'hui, quand on veut lancer un produit ou qu'on veut lancer une structure avec un lancement, on ne sait pas trop où on va, on a besoin de cibler les clients. Idéalement, on faisait des sondages, on essayait de comprendre localement quels étaient le vivier, la cible des clients potentiels. Bon, aujourd'hui, les outils du numérique évoluent et on a aussi la capacité d'analyser le flux de personnes, par exemple. Je vais donner un exemple. Dans le cadre des magasins, dans l'implantation des magasins ou dans le flux migratoire, au travers de toutes les données qu'on récupère des mobiles, on est capable de compter le nombre de personnes qui passent, de pouvoir y associer des données socio-démo. Et donc, toutes ces études, ça permet de pouvoir analyser réellement quelle peut être la cible de clients par rapport au projet que vous pouvez avoir. Donc, les outils du numérique, c'est vraiment un facilitateur à la compréhension de votre marché, de vos clients ou des prospects que vous devez cibler. C'est un moyen de canaliser et surtout de prendre la donnée en un seul endroit. Aujourd'hui, quand moi je vais voir certains clients, même si je suis au marketing, l'enjeu, c'est que dans l'entreprise, il y a plein d'informations qui transitent, qu'elles soient petites ou grandes, d'ailleurs. La communication entre les gens, c'est pas forcément naturel, et donc l'outil, c'est le fédérateur. Et il est fédérateur à partir du moment où aussi il est alimenté par l'humain. Et donc l'humain a toujours son rôle et son importance dans l'environnement. Donc oui, les outils du numérique, c'est un moyen, je dirais, d'amélioration et d'efficacité commerciale. Je loue encore quelques places devant, c'est pas cher, c'est même gratuit. Vous pouvez approcher si vous voulez. Juste devant. Alors, vous parlez de mode cloud, Sandra Collomb. Alors, je vais interroger la salle. Mode cloud, vous savez, vous levez le bras, si vous voulez bien. Vous savez, qui c'est? Vous savez tous? Bon, rappelez-nous quand même, parce que je sais pas si ça, parce que le cloud, le nuage, tout ça. Expliquez-nous. Moi, pour moi, c'est nébuleux. Alors, le nuage, c'est nébuleux, oui, effectivement, ça peut l'être. Non, ça se simplifie et ça se clarifie au fur et à mesure des années. Donc, le cloud, c'est un moyen de pouvoir disposer d'outils. Donc, ça veut dire pas d'installation, par exemple, chez vous. C'est ce qu'on appelle le no hardware et no software chez les clients. C'est généralement pas d'investissement. En fait, les sociétés comme Orange qui proposent le cloud ont investi, ont mis des équipements dans un réseau, à un endroit, relié bien évidemment avec tous les outils de communication.
Et l'intérêt de l'entreprise, c'est de ne pas immobiliser de l'argent pour acheter les outils et uniquement de les louer lorsqu'ils en ont besoin. Typiquement, vous avez un petit service client, vous voulez pouvoir le doter d'outils qui vont permettre de gérer vos différents contacts. Vous avez 5 personnes, vous achetez 5 positions et vous êtes équipé comme un grand. L'idée du cloud, c'est quand même la démocratisation de l'ensemble des outils qui pouvaient être vus comme assez onéreux pour les entreprises et qui deviennent quand même accessibles et surtout qui peuvent suivre l'évolution commerciale. Vous commencez petit, puis vous pouvez grossir. On peut prendre en compte aussi les saisonnalités. Toutes les activités sont pas flat toute l'année. On peut avoir de la saisonnalité. Et donc, l'intérêt du cloud, c'est d'adapter la capacité de l'outil par rapport à vos besoins au quotidien ou ponctuels. Alors, Arnaud Pagès, qu'est-ce que vous avez dans votre besace, vous ? Qu'est-ce qu'on a dans notre besace ? Par rapport à ça, en fait, nous, on va intervenir à notre niveau d'agence sur toute la partie amont pour tout ce qui touche à la donnée client et la donnée prospect, qui je cible, comment je cible, mes clients, comment je les gère, comment j'interagis avec eux. Et après, nos clients vont faire le choix de solutions technologiques adaptées. On va pouvoir les conseiller, on va pouvoir les accompagner sur les différents systèmes à utiliser. Mais nous, on va être plutôt sur la valeur amont de comment j'interagis avec mon client ou quel prospect je cible et comment je touche mon prospect et quelle mécanique marketing je mets en œuvre. Et donc là, on accompagne les marketeurs pour toucher ces prospects et faire en sorte qu'ils deviennent clients. Et quand ils sont clients, comment je gère et comment j'interagis avec ce client, quel est le parcours du client, à quel moment j'adresse un message, quel type de message j'adresse, est-ce que je rentre dans une démarche où je vais aller le visiter, j'ai une interaction par mon service client, etc., etc. Donc nous, on va être plutôt sur le process autour de la donnée client-prospect et la manière dont on optimise le marketing et le ROI de nos actions, en fait. Laurent Corbellini, qu'est-ce que vous utilisez comme dispositif ? Et après, j'aurai une question plus précise technique sur un des dispositifs. Alors, nous on utilise effectivement un outil cloud. Pour moi, j'ai une définition du cloud très simple. Nous louons des voitures à des entreprises. Le cloud, c'est la même chose. Je loue, j'achète rien, j'ai pas de voiture, j'ai pas besoin de garage, j'ai pas besoin de la laver. Je loue une solution et en fonction de ce que je fais en week-end, est-ce que je veux un cabriolet, j'ai ce dont j'ai besoin. Et en plus, comme en général, les voitures qu'on loue, elles sont neuves, j'ai toujours la meilleure voiture. Voilà, je simplifie pour ceux qui n'avaient pas levé la main. Alors, donc, on utilise une solution cloud. L'avantage, c'est que ça se déploie très, très vite. Puisqu'en fait, on s'inscrit, on paye tous les mois. Ça se partage aussi. C'est très ouvert, donc on peut travailler avec un prestataire et lui ouvrir une partie de notre base client de façon à ce qu'il puisse téléphoner, mettre des renseignements. On peut même l'ouvrir aux clients, à des partenaires, donc c'est très intéressant. Encore une fois, la relation client, elle n'est pas, parfois, on n'est pas 2, on est peut-être 3. Il y a un sous-traitant, ou il y a un prestataire, ou il y a un partenaire. Donc voilà le type de solution que nous, on peut utiliser aujourd'hui. Je vous donne quelques chiffres, alors c'est des gros chiffres, mais grâce à ce type de structure, nous, on a pu le déployer sur 40 pays, sur 4500 collaborateurs, la première base, donc la base relation commerciale, en 3 mois. Ça va très très vite, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de porteurs de projets, mais pour vous, c'est 3 clics et vous avez votre solution de CRM. Après, il faut l'utiliser. Parmi les outils, on parle beaucoup de CRM. Ça paraît indispensable. Peut-être nous donner une définition de ce que c'est Cédric Ternois et à quoi cela sert-il ? Il y a plusieurs définitions, mais je pense que de façon assez pragmatique, je pense que les outils de CRM sont tout simplement des supports pour organiser et suivre la relation client, et qu'elle soit de nature commerciale, marketing ou même après-vente. L'idée, c'est vraiment de capter des informations, de les collecter, de les capitaliser et finalement de valoriser l'information au sein de l'entreprise. Comme on le disait, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent. L'idée, c'est de les rationaliser un petit peu, d'essayer de les concentrer, de les partager en interne, de les partager en externe, comme on le disait aussi à l'instant, avec des partenaires, typiquement. Et ces outils-là permettent de structurer ça. Et c'est vraiment un support, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va être
qui va déterminer votre stratégie, ça va être juste un outil qui va permettre de l'organiser. Et je pense que de façon pragmatique, je pense qu'un outil CRM, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Et après, effectivement, ça permet d'envisager une relation client qui est peut-être étendue. Nous, on vient effectivement de déployer pour un de nos clients une solution de CRM pour la partie SAV, où c'est un client suédois qui maintenant a un réseau international de clients et qui du coup voulait pouvoir, dans toute l'Europe, lorsque son client tombait en panne, pouvoir accéder rapidement à un support technique et être finalement centralisé en termes de gestion, puisque le client peut être allemand et tomber en panne en France, et son camion a pu être acheté en Italie. Et donc, il fallait vraiment partager l'information au niveau européen. Et ça, c'est ce qu'on a pu faire avec l'outil CRM. Et ça s'est déployé effectivement en moins de 4 mois avec une couverture qui est de 22 pays européens. Donc, on arrive à des choses qui, en plus, sont assez rapidement efficaces. Donc, CRM, gestion de la relation client, GRC, c'est la même chose. C'est l'acronyme anglais. Arnaud Pagès, Cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Est-ce que vous êtes équipé d'un CRM? Alors, nous, on a plutôt on n'a pas vraiment un CRM dans notre démarche, puisqu'on est on est quand même en mode PME et on est plutôt avec des grands comptes. Donc on a une cinquantaine de clients. Donc on a une identification assez facile de nos comptes clients, de nos interlocuteurs. On est en relation commerciale et en proximité. Donc les profils de collaborateurs de l'agence, c'est des directeurs de clientèle, des chefs de projet. Donc c'est des gens qui sont en interaction quotidienne avec les clients, que ce soit depuis l'agence ou chez eux en réunion. Donc on n'a pas une problématique de big data et de comment dire de data traduisez si big data, de beaucoup de données en fait. C'est-à-dire qu'on gère pas des millions de données. Notre base client, c'est 50 comptes, 300 personnes. Donc j'ai envie de dire un Excel à l'ancienne nous suffit dans notre démarche. Mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pertinent. Et du coup, on a intégré un ERP comptable qui a une solution CRM, et on va déployer cette base CRM pour la partie gestion de données clients, prospection. Et c'est là où c'est des enjeux importants, parce qu'on parlait des outils et des systèmes. Derrière les outils, il y a la donnée qu'on met dedans et qu'on renseigne. Un des écueils qu'on voit nous chez de nombreux de nos clients, c'est que la donnée, le cœur de la donnée, elle n'est pas à jour, elle n'est pas dans le système. Le système a évolué, c'est un nouveau système. Et l'ancienne base, elle n'a pas migré complètement. Où on a migré les données comptables, mais on n'a pas migré les données commerciales. Et après, on veut faire des actions de marketing, on reçoit les données clients, puis en fait, on n'a pas le nom du client, ou on n'a pas son mail, ou on a un téléphone erroné. Et ça, c'est assez récurrent. Et c'est là où on revient à ce que disait Laurent Corbellini, c'est l'homme. Parce qu'à un moment donné, le système qui l'utilise, c'est les hommes. Que ce soit un service client, que ce soit les commerciaux, que ce soit le marketing, que ce soit la SAV, quels que soient les départements de l'entreprise, à un moment donné, si personne ne structure et ne rentre la donnée et renseigne l'interaction qu'il y a eu avec le client, même si le système peut le faire, c'est là où on peut avoir de la complexité dans l'utilisation de la donnée. Donc il y a effectivement le système, le CRM, l'outil, qui est un élément clé, mais il y a surtout la donnée à l'intérieur et la fraîcheur et la qualité de l'information qu'il y a dedans. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Notamment en B2B, où les interlocuteurs changent, les entreprises déménagent. C'est un vrai sujet, et c'est ça ce qui permet après d'interagir efficacement, d'améliorer le retour des campagnes marketing et d'être efficace dans le business en fait. Donc ça, c'est des sujets sensibles dans les entreprises et sur lesquels ça a été un petit peu abandonné sur les effets de crise parce qu'on mettait plus les budgets sur ces problématiques data, et ça commence à revenir parce que c'est quand même aussi un sujet essentiel. Laurent Corbellini, vous avez été interpellé par Arnaud Pagès. Chez vous, comment ça se passe? Vous avez un CRM dans le cloud? Dans le nuage? Voilà, on a un outil pour gérer. Moi, je vais revenir sur... je fais la suite de ce que dit Arnaud. Et on va prendre une chose très très simple. Si vous n'avez pas le numéro de téléphone, vous ne pouvez pas appeler la personne. Si vous n'avez pas son adresse email, vous ne pouvez pas le contacter. Si vous le notez sur un bout de papier, c'est bien. Si vous le mettez dans l'outil, c'est mieux. Et surtout, c'est que vous allez pouvoir mesurer tout ce que vous faites et tout ce que ça produit. Parce que on a tous en tête un prospect très sympa avec qui on se téléphone toutes les 2 semaines ou tous les jours. Il est super intéressé, mais il n'a jamais rien acheté. Et l'outil va vous montrer que lui, il est dans la file de ceux qui vous appellent tous les jours,
qui vous consomme 1 heure, mais qu'en fait, il achète rien. Alors que la personne ou la société que vous connaissiez pas, qui n'était pas dans votre périmètre de business plan au départ, parce que vous aviez ciblé plutôt les startups, et puis là, tiens, c'est une banque qui m'a appelé pour m'acheter ma solution, et que eux, ils m'envoient un email tous les mois, qui sont très contents, et que plus ça va, plus le chiffre d'affaires monte, vous choisissez quel côté, le gars sympa ou la banque qui n'est pas forcément sympathique, mais qui est efficace. Et l'outil va vous le donner. Pourquoi? Parce qu'en mettant la donnée de façon rigoureuse, donc là on en revient à l'homme, je mets la donnée dans l'outil de façon rigoureuse, ça va me donner ce que moi j'appelle une vision froide. Je ne dis pas que mon client c'est monsieur un tel qui est sympa ou madame truc qui est sympa. Non, j'ai une vision froide de voilà ce qu'il me consomme, voilà comment il veut que je discute avec lui et voilà ce qu'il me rapporte. Même chose, je pourrais vous dire sur les sujets. Si on vous pose toujours les mêmes questions, interrogez-vous. Si on vous appelle jamais pour tel sujet alors que c'est en première page de votre site internet, interrogez-vous aussi. Donc l'outil va vous permettre de choisir vos sujets. Ça, c'est très important. Donc, ce que dit Arnaud, c'est l'homme rentre les informations dans la machine vous permet de les interroger et surtout de vous détacher d'un projet ou d'une interaction. On est tous pareils. Ça nous a vraiment été utile. Nous, nos équipes commerciales, ils sont nombreux. C'était pas un client, c'était madame ou monsieur, il veut ça. OK? Il veut ça. Ouais, tout le monde veut ça. OK. Moi, je regarde et je reçois sur 10 000 coups de téléphone. Non, il nous appelle pas pour ça. Non, il nous appelle pour autre chose. Et ça, ouais, non, mais ça, c'est pas grave. Oui, moi, peut-être que c'est le client, encore une fois. C'est lui qui va choisir. Sandra Collomb, sur le CRM dans le cloud ou hors cloud, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça... Vous avez cet outil et qu'est-ce que vous en pensez du maniement du CRM, enfin, sur le même thème? Alors nous, chez Orange, bien évidemment, des CRM, on en a un certain nombre. Maintenant, ce dont je peux parler sur la partie plutôt Orange Business Service, qui traite donc avec les entreprises, on a actuellement un projet de CRM. On rénove nos CRM pour la partie, ce qu'on appelle SFA, Salesforce Automation, donc toute l'activité commerciale. Et ce CRM est effectivement dans le cloud. Donc on a fait ce choix-là pour toutes les raisons qu'on a évoquées, la flexibilité, la capacité à faire évoluer l'outil en fonction de nos besoins, de notre demande. Et c'est aussi ce que nous poussons auprès de nos clients dans les démarches qu'on peut avoir, notamment quand les clients nous interrogent sur l'amélioration de leur relation client, de leur expérience client. Tout à l'heure, j'entendais dire que effectivement l'homme mettait l'information dans l'outil, mais ce qu'il faut bien voir aussi demain, c'est que ce sont les outils qui viendront aussi alimenter le CRM. Je parle d'objets connectés parce que ça nous touche au quotidien de plus en plus dans le cadre des chaînes de support. Je prends un compteur a un problème, il va remonter une information dans le CRM de l'entreprise qui gère le compteur et derrière ça va déclencher des actions par les téléconseillers, les personnes du support de l'entreprise pour gérer des processus. Et donc c'est vraiment dans les deux sens. Aujourd'hui le CRM ça devient finalement le cœur de l'information de l'entreprise, avec bien évidemment tous les aléas qui sont autour de cette donnée qu'il faut alimenter et tenir à jour. C'est vrai que j'insiste comme mes collègues là, l'information il faut la tenir à jour, sinon elle n'a plus de valeur, quoi. Donc voilà, nous utilisons aussi les offres dans le cloud. Qu'on soit pratico-pratique là. Donc après avoir abordé les thèmes un peu techniques si on veut. Donc je me mets à votre place là dans la salle. Bon, vous avez des personnes qui ont un projet, qui ont déjà démarré un projet, etc. Par quoi je commence? Est-ce que je mets tout de suite un CRM? Bon, je vais être un peu long dans ma question et puis après vous répondrez par tranche si je puis dire, mais je mets en place un CRM mais à la limite j'ai pas encore de prospect, je parle dans un environnement plutôt B2B. Enfin qu'est-ce que je fais d'abord? Je fais d'abord du téléphone, je fais du contact commercial, enfin il y a Internet, il y a les mailings, SMS, je suis perdu, qu'est-ce que je fais, Arnaud Pagès? Ce que je fais, déjà, ça dépend qui j'adresse. Si j'adresse du grand public,
J'ai intérêt à avoir un site internet bien référencé, qui remonte facilement dans les moteurs de recherche et on va me trouver facilement, et où j'ai une interaction, une prise de contact facile. Je peux renseigner un formulaire avec 3 informations et j'interagis derrière avec mon prospect particulier. Si je cible des entreprises, déjà j'identifie ma cible d'entreprise, mon cœur de cible d'entreprise, et je constitue ma data d'entreprise à aller prospecter. Et après, j'organise mon programme de prospection. J'ai toujours naturellement mon site internet qui donne du contenu, qui donne de l'information, qui est bien référencé, et je fais en sorte d'avoir une prise de contact direct avec les interlocuteurs qui sont ma cible au sein de l'entreprise. Est-ce que je cible des grands comptes? Est-ce que je cible des TPE? Est-ce que je cible des PME? Est-ce que je cible le DG, le DAF, le directeur commercial? Et après, j'active ma prospection, plusieurs leviers. J'adresse des informations par mail, mais ça veut dire que j'ai la donnée du bon interlocuteur avec son bon mail. Derrière, s'il réagit pas, je le relance par téléphone, ou je l'active directement au téléphone parce que j'ai pas spécialement le mail, j'ai pas spécialement le nom, et vu que j'ai un nouveau service, je sais pas trop qui va être concerné dans l'entreprise, donc je tâtonne un petit peu. Voilà, donc je pars déjà de ma cible d'origine, des interlocuteurs derrière, et après j'organise mon plan d'action marketing et mon plan de conquête sur cette cible de prospection. Laurent Corbellini, sur le même thème. Je ne vais pas paraphraser, mais il faut avoir une stratégie. Ça, c'est très clair. C'est un peu résumé. Ensuite, aujourd'hui, si on n'a pas de site internet, on n'existe pas. Sachez-le, même 3 pages, même 2 pages, même 1 page, on n'existe pas. Les réseaux sociaux, c'est compliqué. Ça dépend où vous les mettez dans votre stratégie. Et ensuite... c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut savoir ce qu'on veut en faire. Voilà. Est-ce que on veut adresser des sujets? Est-ce que l'on veut simplement prendre de l'information? Est-ce qu'on veut se montrer? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir déjà choisir plutôt Facebook, plutôt Twitter, plutôt tout, plutôt d'autres. C'est à intégrer dans votre stratégie. Par contre, il faut trouver la place et ça demande du temps. Par contre, est-ce que c'est important pour vous? Vous êtes en B2B, est-ce que c'est important le réseau social? Je ne sais pas. Vous voyez, on vous pose plein de questions. Vous êtes en B2C, est-ce que c'est important? Ah, peut-être. Est-ce que vous êtes local, vous êtes régional, vous êtes national, vous êtes international? Voilà, il y a toutes ces questions à se poser. Ensuite, donc pour moi, ça commence par Internet, ça commence par une stratégie, ça commence par Internet, ça commence par la cible. Et là, on vous le dit, aujourd'hui, et je fais du marketing, les données, on les trouve partout. On les trouve partout. Donc, vous avez besoin de cibles, de fichiers, de quoi que ce soit, vous tapez sur Internet. Parfois, c'est gratuit, parfois, ça s'achète, mais on les trouve. Vous allez trouver. Des bases de données, vous allez en trouver. Et après, il faut rentrer dans un process. Et là, l'outil peut vous aider à vous dire, voilà, pour contacter un client, mon process, c'est de l'appeler ou de le faire appeler. Faites-vous aider. Il y a des professionnels aujourd'hui. Il y a des machines qui permettent d'appeler 50 personnes par jour. Voilà. Faites-vous aider. C'est compliqué la prospection. Aller chercher un client, c'est très compliqué. Tout est là. Mais bon, il faut pouvoir lui parler, il faut pouvoir échanger avec lui. Faites-vous aider et ensuite, mettez en place votre process, analysez vos retours, les données froides. J'en ai contacté 50, je pense vendre mon produit à des banques, j'ai contacté 50 banques, personne n'en veut. Ok, bon je trouve autre chose. Mais c'est pas parce qu'on a été sympa au téléphone avec moi ou qu'on m'a répondu. Si je vois que j'ai 0 business, c'est 0 business, quoi. Ça paraît basique ce que je vous dis. Mais encore une fois, nous on reçoit à peu près 10 000 coups de téléphone par mois, 10 000 mails. Et le fait d'avoir catégorisé les sujets, ça a transformé l'entreprise. Et je vous parle d'une entreprise de 800 personnes avec 700 personnes qui utilisent le CRM. Donc la relation client, elle est bien partagée, quoi. Voilà. Cédric Ternois, vous avez moins de prospects forcément, mais enfin qu'est-ce que vous en pensez? Et puis par rapport aussi surtout à votre expérience auprès de vos clients. Je pense que tout a été plus ou moins dit là, mais l'important c'est effectivement de ne pas tomber dans l'écueil de dire l'outil va tout régler.
il faut effectivement avoir une stratégie. Si on n'en a pas au début, l'outil aidera à structurer des choses, mais ça sera un pansement sur quelque chose qui n'est pas bon dès le départ. Moi, j'ai des clients qui parfois, lorsque je les rencontre dans le cadre d'un projet CRM, me disent grâce à l'outil, je vais pouvoir adresser de nouveaux clients, je vais pouvoir régler mes problèmes de prospection. Alors qu'ils n'ont pas fait de ciblage en amont. Je dis non, si vous n'avez pas un ciblage qui est clairement défini, de toute façon, vous n'arriverez pas à adresser beaucoup mieux vos clients. Après, les données que vous récupérez seront effectivement plus fiables, mieux partagées en interne, mieux capitalisées. Mais à la base, vous aurez quand même un problème de stratégie. Donc, il faut effectivement vraiment pas prendre le show dans le désordre. Et il faut vraiment faire une stratégie. Et par contre, l'outil va aider à structurer la stratégie et à structurer après l'alimentation de la donnée en interne et de pouvoir après l'exploiter. Et c'est là où effectivement l'outil va être très efficient. C'est on va pouvoir effectivement analyser les données et se dire finalement ce secteur d'activité que je pensais plutôt porteur, il s'avère qu'en réalité j'ai très peu de business et peut-être que ça vaut pas le coup que je persiste trop en termes de communication ou que je change de canal de communication parce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Et au contraire, peut-être des choses, et nous on a aperçu vraiment en interne, parce qu'on a aussi une CRM, parfois des secteurs d'activité qu'on avait un peu sous-estimés parce qu'on ne pensait pas être vraiment une cible pour nous. Et en réalité, en regardant ce qui se passe dans la CRM et en regardant les résultats des données, on s'apercevait qu'au contraire, c'était quelque chose qui était très porteur. On avait assez peu de contrats, mais on était sur un taux de transformation de 80%, ce qui est très important par rapport à d'autres secteurs. On est plutôt entre 35 et 50%. Donc voilà, je pense que c'est plutôt de définir vraiment une stratégie dès le départ, comme on l'a dit, de garder une relation humaine aussi, ça c'est très important. Et l'outil va permettre de structurer par contre les différentes étapes. Dans les outils de prospection un peu plus massives, alors c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du B2B, mais enfin, j'avais deux questions qui me brûlent la langue, si je puis dire. Ça concerne les mailings de mail, je ne sais pas si ça existe toujours, et les mailings, si je puis dire, de SMS. Qui veut répondre? Sandra Collomb, vous avez peut-être? Oui. Les campagnes de masse, ce qu'on appelle, ça existe toujours. Encore une fois, là, on est déjà dans une situation où on a soit identifié, on a déjà des clients pour pouvoir faire du mailing de masse. Faire du mailing de masse sur les prospects, ça revient à ce que disait tout à l'heure Arnaud. Il faut connaître la cible, ce qu'on veut vendre, quels sont les arguments qui vont toucher la cible que vous avez définie. Donc les outils de masse, pour faire de la diffusion de masse, aujourd'hui on est capable d'envoyer des SMS en masse à vos clients. Ces SMS, ils peuvent être personnalisés. On peut mettre le nom, on peut mettre des liens hypertextes dedans. Donc la communication de masse, elle est réalisable. On peut aussi le faire. Tout à l'heure, on parlait de partenaires qui sont des experts pour faire des campagnes d'appels sortants de masse. Maintenant, on est aussi dans une relation où aujourd'hui, on essaie quand même de personnaliser la relation. Donc, la campagne de masse, c'est un outil. Il faut l'utiliser au bon moment et être capable après de décliner sur de la relation plus personnalisée. Je pense que chacun, on a vécu d'être appelé par quelqu'un qui essaie de vous vendre un produit. C'est pas forcément ce qu'on attend aujourd'hui dans notre relation au quotidien. On préfère effectivement avoir un contact beaucoup plus personnalisé et adapté à votre besoin. Donc les outils existent, aussi bien campagne d'appel sortant, SMS, mail, et après c'est utiliser le bon outil au bon moment dans votre stratégie commerciale. Bon, alors on peut le faire. Est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça coûte? Arnaud Pagès peut-être, ou Laurent Corbellini, ou Cédric Ternois, comme vous voulez. Qui veut répondre? Vous battez pas. Arnaud Pagès. Non. Alors, au niveau des canaux, par exemple, si on prend SMS, email, papier, téléphone, le canal le plus cher, c'est le téléphone, parce qu'il y a de l'humain. Donc c'est ce qui coûte le plus. Par contre, c'est ce qui vous permet d'avoir l'interaction la plus rapide et la réponse directe si vous pouvez rencontrer le prospect ou pas. Donc vous avez des taux de transformation qui sont mesurables assez rapidement. Du SMS, c'est des coûts de diffusion assez pas très élevés. L'emailing encore moins. Sauf que sur les dernières études, les taux d'ouverture et les taux de clics et même les taux de remplissage de formulaires sur les emails de masse sont de moins en moins importants. Que ce soit en B2C ou en B2B. Des chiffres. Les chiffres, avant en B2B, les taux d'ouverture moyens, ils étaient de 20-25%, et ils commencent à descendre à du 15-20%.
Et on parle que de taux d'ouverture. J'ai ouvert le mail. Ça ne veut pas dire que derrière j'ai répondu et j'ai dit je veux bien être appelé ou je veux bien vous rencontrer. Donc c'est des logiques de diffusion rapide et peu coûteuses, parce que la création d'un email elle est pas très coûteuse, la diffusion elle est pas très coûteuse. Par contre, si vous la couplez pas à une activation de téléphone par exemple derrière, notamment sur les gens qui ont ouvert ou qui ont cliqué, vous aurez pas spécialement de rendez-vous ou de rencontres avec vos prospects. On remarque aussi sur les 2 dernières années un retour aussi du papier. L'ère du numérique d'il y a 4-5 ans où on basculait tout sur de l'email et on arrêtait le mailing de masse, le mailing de masse il commence à revenir un petit peu. Alors il revient avec des formats plus simples, c'est-à-dire qu'il n'y a plus 12 pages, 20 pages parce que c'est coûteux. On va faire des 2 pages, 3 pages, et sur les informations essentielles. Mais ça c'est une tendance qui revient. Le papier revient un petit peu aussi, mais se rentre toujours dans la stratégie multicanal, c'est-à-dire que je traite l'ensemble des canaux, mail, SMS, print et téléphone pour l'activation de ma prospection. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans la salle? Je vois une main qui se lève. 2 mains, 3 mains. Oui. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous faire part d'un petit retour d'expérience. Bon, dans un premier temps, dans les outils que vous décrivez, je les connais un petit peu, mais je pense que ils sont pas à la portée d'un auto-entrepreneur pour certains, en tout cas. Donc, je pense que dans la salle, il y a aussi pas mal d'auto-entrepreneurs. En tout cas, c'est mon cas. Retour d'expérience. J'ai démarré donc mon activité en octobre 2014 et en novembre 2014, j'ai fait un premier public postage, donc papier, en direction de 100 entreprises, plutôt des grands comptes dans tous les domaines, la logistique, l'agroalimentaire, l'ingénierie, etc., pour proposer une offre de formation. Donc ma première difficulté, c'était de savoir effectivement à qui m'adresser. Donc j'ai fait le choix de m'adresser au DRH de ces différents groupes. Et c'est un retour d'expérience un peu malheureux, puisque sur les 100 publics postages que j'ai envoyés, j'ai eu 0 retour. Donc ensuite, je suis passé à l'étape suivante, qui a consisté à essayer de prendre contact par téléphone. Donc j'ai repris ma liste et j'ai commencé ce travail. Et en fait, je me suis aperçu qu'il est quasiment impossible d'atteindre les personnes. C'est-à-dire que quand vous appelez une entreprise et que vous dites, vous avez déjà au départ on vous demande toujours un nom, donc ça, ok, je l'ai. Mais ensuite, quand vous dites, je voudrais parler à monsieur un tel DRH, déjà on pense que vous cherchez du boulot, non pas que vous êtes en train de proposer quelque chose, c'est la première chose. Et ensuite, vous n'arrivez jamais à joindre ces gens-là, ils sont toujours en réunion, ils sont jamais disponibles, voilà. Donc, question, comment faire ? Sur ces sujets-là, alors là, vous avez touché globalement effectivement les fondamentaux de la prospection, et surtout vous êtes vous avez attaqué les cibles les plus compliquées d'entrée de jeu. C'est-à-dire que les grands comptes, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, et les fonctions DRH à l'intérieur des grands comptes, c'est ce qu'il y a d'encore plus compliqué. Effectivement, au téléphone, vous aurez pas le DRH de Thales, vous aurez pas le DRH de Renault, c'est pas possible. Voilà, ou plus bas. Dans la démarche, effectivement, l'approche que vous avez faite au téléphone, c'est celle qui va là, ça va pas marcher, mais c'est celle qui peut vous permettre de rentrer en relation avec les gens. Et sur ces typologies de comptes, faut plutôt aller sur les N-2, N-3 pour pouvoir commencer à rencontrer, pour pouvoir après essayer de remonter. Ou aller sur d'autres fonctions, parce que en fonction de votre offre de formation, effectivement, c'est dans le giron du DRH et du responsable de formation. Mais si c'est une formation technique, je raconte n'importe quoi sur, je sais pas, les flux logistiques et autres, vaut mieux attaquer les opérationnels pour leur parler de votre service à la direction logistique, à la direction technique, etc. Pour que eux après puissent aller demander au responsable de la formation adaptée. Et comme par hasard, c'est la vôtre. Et ça vous permet de remonter derrière. Voilà, ça peut être aussi des pistes, mais sur ces cibles de grands comptes et notamment de DRH. C'est des activations de cibles de prospection parmi les plus complexes en fait. Oui, Laurent Corbellini veut ajouter quelque chose et ensuite on passera aux deux autres questions. Je rajoute ce que vous disiez sur les outils au départ. Je pense qu'une bonne stratégie quand on attaque un grand compte, mais même un moyen compte,
c'est de savoir qui fait quoi dans l'entreprise et d'avoir plusieurs contacts. Et donc là, l'outil va vous aider. Je peux commencer à mettre le directeur général, le président, le DRH, et en face, je mets, lui, je l'appelle, il répond pas. Ça, c'est très important. Il y a plus un seul contact dans l'entreprise. Il y a plein de contacts. Ce que vient de vous dire Arnaud, c'est qu'il y a plein de contacts. Et il faut peut-être tous les contacter. C'est-à-dire, où sont-ils les utilisateurs? Si vous vendez une formation commerciale, attaquez les commerciaux, attaquez le directeur commercial, le chef de vente, le chef de groupe, rencontrez un commercial, essayez de savoir, il travaille en B2B, il vend à la grande distrib, allez un matin, dire tiens, je veux voir un commercial, et commencez à relationner avec lui. Commencez à relationner avec lui. Et ensuite, tissez votre toile. Ça, c'est typique. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui savent très bien le faire, et sans un CRM, là, on peut pas. Alors un CRM, au début, Arnaud l'a dit, ça peut être un tableau Excel. Colonne A, colonne B, colonne C. Mais l'important, c'est qui j'ai contacté, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que ça a produit. Merci. Deuxième question. Tout de suite après, madame. Allez-y. Oui, j'aimerais rebondir à l'intervention de monsieur. Effectivement, on a une démarche entrepreneur et non pas pour un poste si on cible la DRH dans une boîte. Non, moi je voulais vraiment, je suis là pour vraiment avoir les astuces concrètes. C'est pour ça que je pense qu'on est tous là, et c'est surtout au niveau de la prospection. Donc je remercie Arnaud parce que c'est surtout ça qu'on a besoin et non pas de la CRM au niveau de la relation client, parce que nous ce qu'on veut d'abord c'est que le prospect devienne client. Effectivement, il y a je suis pas vraiment d'accord de contacter tout le monde. Moi, je pense plutôt qu'effectivement, il y a une stratégie à avoir pour savoir, avez-vous une question, excusez-moi, avez-vous une question précise? Oui, en fait, c'est au niveau du moyen. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se demande toujours, on appelle ou on envoie un email. Effectivement, on se dit au téléphone, on va, ça peut être le bon moment où on va interrompre quelqu'un, et par email finalement, on se dit, ils reçoivent au moins 100 emails par jour et l'email va même pas être lu. Donc au niveau de la prospection, ma question c'est quand on cible la bonne personne pour proposer notre projet, et on sait très bien que c'est cette personne-là qui va être intéressée par le projet, est-ce qu'on la contacte par téléphone ou plutôt par email? Merci. De répondre. Cédric Ternois. Sandra Collot. En fait, je pense que c'est surtout une combinaison. Nous, on le voit en interne. Aujourd'hui, on n'adresse plus les clients soit par mail, soit par téléphone. C'est soit une combinaison de plusieurs choses. Typiquement, ce qui marche le plus chez nous, alors je ne sais pas si c'est complètement généralisable, mais je pense que ça l'est en partie. On fait effectivement des emailing sur lesquels on récupère le taux de clic, parce que tous ceux qui n'ont pas effectivement été ouverts, ça ne sert à rien de les recontacter. On aura du mal à certainement les joindre aussi par téléphone. Par contre, ceux qui ont ouvert le mail, on essaie systématiquement de les rappeler au niveau téléphone, par contre. Rappeler, c'est normal que ce soit au téléphone, d'ailleurs. Et du coup, on a un peu initié la relation, puisqu'on dit, vous avez vu notre mail, vous l'avez ouvert, on se permet de vous rappeler. Je ne sais pas exactement comment, après, les commerciaux le gèrent, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait ce premier contact. Et c'est vraiment une combinaison de ces deux leviers-là, à la fois email plus téléphone. Le téléphone dans le dur, c'est effectivement très difficile, vous l'avez dit, et nous, on le constate aussi, par contre, on rejoint, il faut quand même combiner à la fois des opérationnels et des dirigeants, parce que c'est souvent parfois les dirigeants qui remontent un besoin, qui permet de remonter, qui descendent plutôt au niveau opérationnel, mais souvent c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a effectivement tissé des liens avec des opérationnels, et au fur et à mesure on remonte au niveau de la hiérarchie. En tout cas, du coup, je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie avec un seul canal qui soit efficace. Je pense que c'est différents canaux qu'il faut combiner. Et par exemple, l'emailing, lorsque nous on fait des emailings, on fait pas forcément un emailing sur notre solution ou une promotion. C'est parfois plutôt un emailing sur un usage, un témoignage client, sur une expérience, un retour client, où effectivement ça vous parle plus parce que c'est concret, c'est effectivement une expérience qu'a vécu quelqu'un dans votre secteur d'activité, et c'est ça qui effectivement va créer plus de contenu, qui va peut-être le renvoyer aussi sur notre site, il va consommer une vidéo, ça on le voit, on analyse, et du coup on le rappelle derrière. Alors s'il remplit pas le fiche contact, on n'a pas son téléphone, mais on arrive quand même en général à mixer l'information, on arrive à voir qu'il est passé parce qu'on a quand même tracé l'information. Voilà, on essaye de combiner les différents canaux, et je pense que il n'y a pas un canal, je pense que c'est plus différents canaux qu'il faut combiner.
et essayer de remonter dans la relation pour effectivement avoir in fine quand même quelqu'un, parce que je pense que c'est important, hein. L'outil, il est vraiment là pour avoir une relation avec une personne en particulier après, et créer des liens, créer un réseau, et l'étoffer. Une autre question, je crois, vers le milieu de la salle, et une autre question au fond, et une autre question à gauche. Au milieu, au fond, et ensuite à gauche. Je réagis un petit peu à ce que j'ai entendu. La plupart, c'est des auto-entrepreneurs. La question, c'est est-ce qu'ils vont pas perdre du temps, ou du moins trop se focaliser sur cette recherche de contact et pas pouvoir développer le business qu'ils auront à côté. Et est-ce que passer par un prestataire, on va dire, qui pourrait prendre ces rendez-vous via des commerciaux qu'ils ont, serait peut-être pas plus sensé, parce qu'on parlerait de commerciaux qualifiés ou de bases de données déjà travaillées, enfin ce genre de contact-là. Passer par un prospect pour arriver à nos rendez-vous et à ce que l'on souhaite avoir. Alors, sur ce sujet, il y a effectivement des prestataires spécialisés. On en fait nous un petit peu partie sur la prospection B2B notamment. Mais si vous êtes dans un démarrage de projet, il est quand même important que vous fassiez votre expérience commerciale aussi, parce que le partenaire, quelle que soit sa qualité, il a le retour d'expérience, lui, des méthodes, des mécaniques de prospection, des approches pour aller appeler une société et joindre un interlocuteur dans une société. Sachez qu'aujourd'hui, sur de la prospection B2B, pour joindre un interlocuteur, alors pas le DRH de grands groupes, hein, sur plutôt de la PME, middle market, moyen compte et fonction intermédiaire et fonction dirigeante, c'est 9 appels pour joindre une personne. Donc c'est-à-dire que derrière, il y a des outils, il y a des CTI qui gèrent ça, parce que les 9 appels, vous les faites pas en une journée, vous les faites sur une semaine, sur 2 semaines, vous passez par l'assistante qui vous bascule sur la bonne personne, qui vous envoie à l'autre personne, donc c'est un vrai métier. Tout comme la conquête et la chasse et la prospection, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que c'est des commerciaux, et je pense que chez ALD, c'est organisé comme ça. Tous les commerciaux ne savent pas se faire de la prospection et de la chasse. Il y a des gens qui savent élever les clients, et puis il y en a d'autres qui savent les faire devenir clients. Donc il y a ça aussi. Donc si demain vous allez voir un prestataire spécialisé dans la prospection, mais que vous n'avez pas spécialement de vécu et de retour, il aura peut-être du mal à vous accompagner, à vous aider, il sera peut-être pas très efficace. Il pourra essayer de vous prendre des rendez-vous, mais si vous n'avez pas vécu une première expérience, si vous n'avez pas eu des premiers retours, il la vivra pour vous, ou alors faut accepter que pendant 2-3 mois ça va piloter et ça va peut-être rien donner. Donc ça va avoir un coût, mais il faut l'intégrer dans votre démarche. Voilà. Parce qu'il faut pas se dire je sais pas le faire, les autres sauront le faire. Ça se fait pas comme ça tout de suite. Voilà. Il y a aussi de la courbe d'apprentissage chez le partenaire spécialisé, parce que votre offre de service est nouvelle, votre produit est spécifique, et vous tâtonnez aussi, et lui forcément il va tâtonner. Par contre, il va vous aider à tâtonner. Si vous êtes tout seul, si vous faites que ça, vous allez peut-être pouvoir appeler ou envoyer X contacts par jour. Un professionnel qui a une structure d'organisation, va pouvoir industrialiser les choses et vous faire avancer plus vite. Mais faut intégrer ça dans votre budget de départ, en sachant que je confie un tiers une partie de ma prospection, ça va me coûter tant. Voilà. Avec peut-être pas trop de retour au début, et il faut bien l'intégrer dans votre business en fait. J'avais une question, merci. J'avais une question tout au fond, je crois. Oui, bonjour. Donc j'ai créé ma société maintenant il y a 6 mois, et en fait je me retrouve dans une problématique. Je suis dans le bâtiment, il faut que je conserve les données pendant 10 ans. Donc j'ai un vrai souci, c'est que maintenant tout est informatisé. Et donc j'avais éventuellement pensé à un support cloud. Le problème, c'est que si on paye pas, en gros, la conservation n'est plus faite. Et en plus, il y a un problème de sécurité avec c'est-à-dire derrière. C'est-à-dire on peut accéder si justement je ne savais pas qu'on pouvait donner des jetons en fait à un client pour qu'il aille poser des dossiers, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez en fait comme retour dessus? Sandra Collomb, vous voulez répondre? Oui. Donc effectivement, de plus en plus, certaines données doivent être conservées sur des périodes un peu différentes. Donc il y a des espaces aujourd'hui dans les différentes offres qui permettent de conserver les données. On parle aussi parfois de coffre-fort électronique, etc.
Le principe de base, c'est effectivement que l'entreprise, elle paye un abonnement pour la conservation de ses données. Au sujet de la sécurité, disons que selon les secteurs d'activité, la sécurité des données, la manière dont on entrepose et on gère donc ces data centers peuvent être différentes. Notamment, un des secteurs les plus compliqués, c'est le monde de la santé. On doit respecter une ribambelle d'éléments imposés par le gouvernement, enfin le secteur de la santé en général. Il me semble pas que dans le cadre du bâtiment, il y ait des normes très très particulières, mais ce sont des offres qui sont disponibles aujourd'hui sur tous les opérateurs, je dirais, de data center, avec la notion de coffre-fort. Typiquement dans la relation client, on doit aussi faire des enregistrements de communication. Ces données-là sont stockées à plusieurs. Quand on fait de la vente en ligne, par exemple, il faut savoir qu'il faut stocker les enregistrements un certain temps. Donc ce sont des offres qui sont disponibles sur le marché et pour, je dirais, avec des niveaux de gamme d'offres qui peuvent convenir aussi bien au démarrage qu'après sur des gros volumes. J'avais une autre question à gauche tout à l'heure, c'est ça? C'est vous? Non? On va demander madame, il y a une hôtesse qui va venir vers vous. Vous avez peut-être une voix qui porte, il n'y a pas de... Elle arrive. Moi, en fait, je voulais partager avec vous une expérience et je voulais peut-être vous donner aussi des pistes comment approcher à vos clients et comment approcher aux prospects et ensuite le faire devenir client. Moi, je travaille pour la société Europage. Nous sommes un site... Attendez, madame, excusez-moi, non, c'est des questions-réponses. Je veux que vous n'ayez une expérience. Non, mais attendez, non, vous n'êtes pas dans la conférence, je vous demande pardon. Posez des questions, peut-être vous pouvez nous présenter pas votre société. Je voulais juste dire ce qu'il ne faut pas lâcher les clients parce qu'aujourd'hui, ils peuvent pas dire non. Ils peuvent dire non. Mais demain, ils peuvent dire oui. Ça peut durer des fois 4 ans. Un client qui, il y a 4 ans, il m'a dit non. J'ai insisté, je lui ai réenvoyé des emails, je lui ai réenvoyé des offres. Et au bout de 4 ans, il est devenu client. Donc, moi, en fait, je voulais juste vous dire qu'il faut pas lâcher l'affaire. Envoyez quand même toujours les emails, relancez les clients, rappelez-le. Parce que même si vous-même, vous voyez à chaque fois une publicité, aujourd'hui, vous n'êtes pas intéressé. Peut-être dans 1 an, 2 ans, vous serez intéressé parce qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les moyens pour ça ou vous n'êtes pas intéressé parce que vous utilisez déjà un autre produit. Relancez-le. Des fois, ça prend plus de temps. Il y a des clients où ça va très vite et il y a des clients, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Il n'y a pas de questions. Pas des questions. Bon, alors j'ai une pour question. Les auto-entrepreneurs, merci. J'ai une question voilà. là-bas. Mademoiselle l'hôtesse, merci de votre intervention. Une dame. Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais savoir ce qu'il fallait dire et ne pas dire à travers les différents outils que vous nous avez présentés, à savoir le téléphone qui permet un grand taux de transformation. Ce qu'il fallait dire et ne pas dire pour décrocher un rendez-vous en fait avec la personne qu'on a enfin eue au téléphone. C'est une vaste question. Qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire? Attendez, est-ce que vous pouvez préciser? Je peux même me répondre. Est-ce qu'on peut directement, voilà, une fois qu'on a la personne, voilà, lui proposer une solution ou finalement Je vais essayer de répondre. C'est le Graal pour un marketeur. Quel est le sujet qui intéresse votre prospect? C'est quoi son actualité? C'est quoi son urgence? C'est quoi son problème? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter qui va lui faciliter la vie? Donc, vous ciblez une personne, une entreprise, faut se documenter. Qu'est-ce qu'elle vend? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a de l'actualité? Cette personne, réseau social, il fait quoi? Ses hobbies? Et lui, c'est quoi son sujet? Et est-ce que cette solution, ça vous obligera à vous poser une question? Est-ce que la solution que je vais lui proposer, elle répond bien et elle lui apporte des bénéfices? Alors, ça reste vaste, mais la base, c'est ça. Et surtout, en complément de ce que dit Laurent, ce qui est très important, et après vous avez des formations spécifiques à la prospection téléphonique et à la prise de rendez-vous,
il faut savoir que vous dérangez forcément. Vous appelez, vous dérangez. Donc la première question qui est de dire bonjour monsieur, est-ce que je vous dérange, ça c'est juste à oublier. Voilà. Donc évitez les mots noirs, faut sourire, faut être dynamique. Vous avez 2 minutes au téléphone et en 1 minute vous devez ouvrir l'œil de la personne. La personne elle fait un truc, vous la dérangez. Et il faut que sur les 2-3 premiers mots de ce que vous lui expliquez, ça lui ouvre. Et là, il va peut-être passer 5 ou 10 minutes au téléphone avec vous et vous avez gagné le truc. Et surtout, faut pas raconter votre vie derrière. Le but, c'est de prendre rendez-vous. Si c'est votre démarche, ou votre démarche, elle est de vendre par téléphone et c'est différent. Mais si votre démarche, vous êtes dans un cycle de vente un peu long et votre première action, elle est de prendre de rendez-vous, votre objectif de l'appel, c'est de prendre un rendez-vous. Donc c'est ouvrir la lumière rapidement et closer sur le rendez-vous. Voilà. Raconter la messe, expliquer le truc. Moi-même, je suis prospecté des fois, on m'explique des trucs, je comprends rien. On me dit bonjour, on est spécialisé, alors avec des termes hyper compliqués. Cloud computing, on fait du etc. data management, des systèmes dans vos organisations. Est-ce que ce sont des sujets qui vous préoccupent au quotidien? Non. Au revoir. Voilà. C'est-à-dire que ne posez pas de questions fermées. Voilà. Donc ça, il y a des techniques, il y a des organismes de formation et c'est un vrai métier aussi. Donc ça, c'est très important. Et vraiment, l'écueil principal, c'est bonjour, est-ce que je vous dérange? Forcément, vous dérangez. Voilà. Donc, la personne vous le dira. Si elle est en réunion, c'est un truc, je suis en réunion, rappelez-moi après. Très bien, monsieur, je pourrais rappeler dans une demi-heure. Vous êtes là, oui. Et votre ligne des règles, c'est quoi? Et c'est parti. Il faut créer de la relation et de l'efficacité dans la relation. Voilà. On en revient toujours à ça. Pour avoir des réponses positives. Hein, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Non, mais vous commencez par des questions simples. Vous obtenez des réponses positives. Il faut éviter la réponse qui ferme. Et là, là, c'est fini. Vous avez un nom, c'est terminé. Madame. Et madame qui attend depuis longtemps. Ouais, excusez-moi. Je peux y aller? Allez-y, je vous en prie. Bon, en tout cas, merci. C'était les 2 réponses qui viennent d'être apportées par Laurent et Arnaud. C'était exactement ce que je voulais réagir et partager avec les questions qui ont été posées dès le début. Je crois que d'abord, juste ne pas oublier qu'il faut s'intéresser à la personne que vous allez déranger. Si vous commencez pas par ce b.a.-ba tout simple, que vous soyez auto-entrepreneur, profession libérale, dirigeant de boîte, vous avez perdu. Voilà. Donc là, moi j'en fais, je garde toujours ce précieux contact. En France, on a toujours un ego à se dire je descends pas au niveau de la téléprospection, vous perdez énormément. Je ferme juste la parenthèse, je rebondis ensuite sur ce que vous disiez tout à l'heure, très intéressant ce décalage que moi j'ai rencontré dans diverses expériences professionnelles entre le marketing de la donnée qui est fondamental sur du moyen terme, long terme que nous gérons très mal en France, et le court terme, c'est-à-dire ce qu'a dit tout à l'heure la dame, c'était tout à fait vrai, c'est-à-dire il faut s'intéresser, il faut être tenace. Le seul problème, c'est quand on remonte l'information au niveau plus macro, société, plus elle est grosse, pire c'est perdu, c'est des jeux d'ego entre différents services. Alors Orange, pardonnez-moi, je me suis allumé les chefs de plateau, tout ce que vous voulez, tellement c'était mauvais. Donc j'ai eu une fois une exigence d'un patron qui a quand même, quand j'ai menacé de tout résilier, là on a bien voulu me rappeler, mais j'ai trouvé ça, enfin voilà, je crois qu'on a une grosse carence en France, il faut se retrousser les manches, il faut oser parler aux clients et puis rien lâcher et aller jusqu'au bout. Et dans la salle, je suis sûre que certains vont se reconnaître, on va jamais jusqu'au bout du bout, et c'est là la grosse erreur. Donc, juste pour terminer, ma question, c'était quel moyen un peu macro, parce que vous avez de l'expérience, vous gérez des boîtes, de contrôle, de mesure, vous avez mis en place pour être sûr, en tout cas moi au niveau de ma structure, qu'on fait pas trop d'erreurs et quand il y a des erreurs, on peut essayer de corriger rapidement. Parce que là aussi, le temps est un facteur clé dans la relation client. Si j'ai été claire. Merci de cette intervention tout à fait pertinente. Je ne sais pas qui veut répondre. Laurent Corbellini. Moyen, erreur. Qu'est-ce que vous mettez derrière moyen, erreur? Alors, à savoir, vous avez une force de vente, oui. Prospection, très bien dit tout à l'heure, hein, je gère le client ou je vais le chasser, 2 métiers complètement différents. Vous faites remonter par des moyens digitaux, là je pense que c'est pertinent. Moi, dans les différentes structures dans lesquelles j'ai été, on me disait c'est au commercial de le faire. Très franchement, notre argent, on va le gagner sur le terrain. Je remontais très mal l'information parce que j'allais là où l'argent m'appelait et où j'étais intéressée. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Alors, bonne question. Ce que l'on fait, c'est vrai que c'est difficile de dire à un commercial, j'ai besoin, lorsque tu es face à quelqu'un, parce que le plus intéressant, c'est pas, je fais un petit retour en arrière de quelques secondes, c'est pas ce qu'on a, c'est pas nous, hein, c'est le client en face, c'est lui le plus intéressant. Donc, comment dire à un commercial, ou même vous, lorsque vous êtes au téléphone, ou lorsque vous serez face à une personne, comment je peux documenter
c'est-à-dire avoir l'information sur ce qui s'est passé et peut-être des informations qui sont connexes, mais qui vont me servir. Je pense qu'il faut être à l'écoute, premièrement. Il faut que ça soit simple à prendre en note. Il faut que ça soit très très simple. S'il faut ouvrir 4 fichiers, 4 trucs, c'est terminé. Il faut que ça soit fait in situ. Et là, on en revient au sujet. Là, c'est vrai que les outils d'aujourd'hui, autant le PC, je vous le déconseille. Hein. Le PC devant un client, c'est comme ça. Voilà, c'est une barrière. C'est une barrière. Ça, je vous le déconseille. Une tablette à côté de lui. Voilà. Hein, on parle ensemble. On parle de vous là. Et je note. J'ai entendu ce que vous êtes en train de me dire. Je le note. Vous vous rendez compte ? L'importance, ça marche. Voilà. Donc, il y a l'utilisation des nouveaux outils, il y a la formation, et ensuite, il faut montrer au commercial, à la personne, quel est le bénéfice que lui va en tirer. Tu vois, ton client, s'il était bien documenté, on aurait pu l'inviter là au super truc. Ton client, il a pas reçu le truc. Non, il a pas reçu le truc. L'adresse email qui est dans la base, c'est la tienne. Parce que tu veux que tout ce qu'on lui envoie, ça passe par toi. Non, il l'a pas reçu. C'est toi qui l'as reçu. Et en plus, c'est tombé dans tes spams. Tant pis pour toi. Voilà. Donc, il faut documenter, partager le bénéfice avec le client et partager le bénéfice et surtout démontrer le bénéfice avec celui qui doit faire. Mais encore une fois, on en revient à une chose, c'est que s'il y a personne qui met l'information dans le système, il n'y aura pas d'information. Merci à vous. Il y avait d'autres questions. 3 ou 4 questions. Bonjour. Merci pour votre présentation. Merci. Alors, je sais bien que nous sommes dans le cadre de l'utilisation des outils numériques. Pour développer la relation humaine, j'aimerais savoir en fait ce que vous pensez des réunions d'information, on va dire publiques, petits groupes, animation d'ateliers pour présenter son activité, mais aussi par exemple petit déjeuner. En ce qui me concerne en tant que prospect sur différents produits, je sais que l'information, j'en suis saturée. Les SMS, je vois que ça vient de, je sais pas, n'importe quelle boutique, j'ouvre plus. Les mails, c'est pareil. En revanche, ce qui me parle, et je pense que ce qui peut parler à des prospects, c'est effectivement c'est prendre le temps de rencontrer l'autre. Et est-ce que pour vous, ça pourrait être une nouvelle tendance ? Ça pourrait être une nouvelle vision, une vision réactualisée, si je puis dire. Voilà, moi je suis libérale et thérapeute. Voilà, donc effectivement, j'ai un site internet, Facebook, les réseaux sociaux, tout ça je connais. Mais voilà, les gens sont en demande de relations. Bon, que pensez-vous de cela ? Merci. Alors, je suis désolé, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que vous avez raison. Moi, j'étudie beaucoup les relations entre la psychologie et le marketing. Et effectivement, je pense que vous avez raison. Maintenant, certaines personnes sont demandeurs de ce type de relation, donc de créer une relation. D'autres pas. Et puis il y a le facteur temps. Et puis il y a le facteur aussi. Qu'est-ce que je vends ? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup relationner pour vendre quelque chose ? Alors dans votre domaine, oui. La phase de séduction, elle est très très longue. Dans d'autres domaines, non. Acheter un ticket de métro, il faut que la machine elle fonctionne. Ouais, je fais exprès de prendre mais c'est un axe, c'était un peu ma vision de départ, et c'est un axe de travail. Utiliser le numérique pour quoi faire ? Gagner en efficacité, rendre du temps à nos équipes pour qu'elles puissent mieux relationner sur le côté humain. Parce que derrière une entreprise, il y a des hommes, des femmes, et parfois ça se voit pas. Et en fait, il y a Orange, il y a d'autres banques que la mienne. Donc comment on se différencie ? C'est qu'on fait le même métier, mais on le fait pas comme les autres. Et on le fait pas comme les autres, ça passe, je pense, par la relation humaine. Cédric Ternois, sur le même thème, vous vouliez intervenir ? Oui, par exemple, sur les petits déjeuners, on en a fait, nous, à l'époque, beaucoup. Et effectivement, on en fait quasiment plus parce que c'est très difficile d'avoir cette certaine logistique. Ça a un coût. C'est très difficile de réunir autant une vingtaine ou une trentaine de personnes, ne serait-ce sur un événement. Tout le monde est très, très pris, très, très sollicité. Et puis, souvent, les sujets, finalement, nous, on est sur un secteur assez concurrentiel. Donc, les sujets se répètent. Donc, on a à peu près tous les mêmes types de séminaires. Donc nous, on a plutôt essayé de faire beaucoup moins d'événements, mais d'en faire quand même, par contre, et des choses un peu plus atypiques
pour mettre en relation nos clients et nos prospects, et sur une thématique parfois un peu presque à la limite du business, où on mixe un peu les deux, et du coup on crée un networking entre eux qui est plus fun finalement pour eux, et qui permet de sortir un petit peu aussi de ce qu'on a traditionnellement à proposer. Et aujourd'hui ça marche bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là où on avait du mal à avoir des fois ne serait-ce que 15 personnes à un petit déjeuner, nous on a un événement qu'on fait plutôt au mois de juillet qui est un enduro de karting avec une présentation de produits qui est mixte à côté, puis d'autres partenaires qui présentent aussi des choses, donc c'est vraiment un truc un peu mixte entre du fun et un peu de business, et là on a facilement une centaine de personnes à chaque fois, et on même refuse même du monde parce que finalement on a plus d'inscrits que ce qu'on avait prévu comme place. Donc je pense que voilà, il faut essayer de trouver un juste milieu entre tout ça, parce que ça coûte aussi de l'argent et il faut effectivement le rentabiliser, et c'est pas facile, c'est clair. Ça, c'est un truc qui marche très bien. Moi, j'aime pas trop mettre en avant l'entreprise pour laquelle je travaille, puisqu'on traite une problématique générale. Nous, tous les 2 ans, on invite tous nos clients. Une journée, tous les 2 ans, on les met ensemble. Et ce que vient de dire, c'est qu'en plus, ils peuvent discuter entre eux. C'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Très important ça. Il y a beaucoup de questions aussi, des choses à dire. Allez-y, je sais pas par qui je... Oh là, forêt de main. C'est l'hôtesse qui va choisir. Je sais pas dans quel ordre c'était. Allez-y. Alors, dans le système classique, il y a l'écoute qui est importante vis-à-vis des clients. Donc, il faut le voir, il faut l'observer, il faut du silence, reformuler. Alors, les nouveaux outils, qu'est-ce qu'ils apportent en termes d'écoute du client, étant donné que tout est virtuel? Comment instaurer cette écoute qui finalement, on n'a pas de client devant soi et qu'on va deviner ce qu'il dit, et puis finalement, on est dans l'ère de accélérer. Bon, Sandra Collomb. Effectivement, on est dans l'ère du virtuel, mais l'écoute client, c'est un des enjeux essentiels du travail de l'expérience client. Et aujourd'hui, on a les moyens d'analyser ce que disent nos clients, contrairement à ce qu'on faisait il y a quelques années, où on avait des personnes qui pouvaient écouter, mais on faisait ça de manière très à l'échantillon. Hein, donc on analysait quelques verbatim clients, etc. Aujourd'hui, les outils du numérique, justement, je crois que c'est un vrai accélérateur d'analyse en masse des informations que peuvent délivrer les clients quand on les a au téléphone ou au travers des mails. L'analytics, c'est-à-dire le traitement des données de masse, apporte une vision beaucoup plus fine, macro, du ressenti de nos clients par rapport aux actions que l'on peut faire au quotidien, que ce soit une action de prospection, une action commerciale, des clients qui vous appellent sur un SAV. Vous êtes capable, au contraire, d'analyser en masse ce qui est dit, ce que l'on ne faisait pas encore il y a quelques années. Et donc là, l'analytics et les outils du numérique, ils nous permettent de le faire. On est encore plus précis que par le passé. Donc ça ne remplacera pas après les études qualitatives à proprement parler, mais tous les échanges aujourd'hui que l'on peut avoir avec l'entreprise peuvent être enregistrés, analysés, bien évidemment anonymisés. L'idée, c'est pas de pointer du doigt un individu. On est dans une logique où on anonymise toutes les données, mais derrière ces données-là, on est capable de sortir les grandes tendances et d'aller en profondeur sur des activités pour comprendre des causes. Typiquement, dans le modèle des SAV, on va essayer de comprendre pourquoi le client, à un moment donné, il a raccroché à tel endroit ou il a envoyé telle réclamation avec tel verbatim. Donc je dirais que le numérique, ça aide justement à mieux comprendre et à être à l'écoute de nos clients ou de toutes les personnes qui contactent l'entreprise. Question ? Oui, lorsque vous êtes auto-entrepreneur ou alors un entrepreneur qui démarre une activité, vous avez probablement une solution très pertinente, mais vous venez d'entrer sur le marché et en face des clients ou des prospects, vous êtes confronté à la question de crédibilité. Dans la notion de relation client, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître rapidement la crédibilité lorsqu'on démarre son activité pour pouvoir transformer les prospects en clients? Qui veut répondre? Laurent Corbigny ou Arnaud Pagès, je sais pas. Pas parlé depuis longtemps, Arnaud Pagès. Oui, c'est vrai, il n'a pas parlé. Mais si vous démarrez une activité, c'est que vous avez une idée. Et cette idée, elle s'est fondée sur un vécu, une expérience, un réseau, l'expérience de votre associé. C'est ça qu'il faut mettre en avant.
Donc ce qui va d'abord compter sur vos premiers clients, c'est, encore une fois, qu'est-ce que vous allez lui apporter? Si votre idée elle est bonne et qu'elle va lui permettre de lui apporter un bénéfice, ok, vous n'avez pas encore de client, ok, vous serez, il sera votre premier client. Bon, voilà, il va prendre les assurances nécessaires, mais c'est votre expertise, c'est votre histoire qu'il faut mettre en avant. D'autres questions, je crois. Je vous en prie, là au milieu, oui, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il existe un outil CRM pour faciliter les rapports de visite des commerciaux? C'est-à-dire que pour que ce soit efficace, le commerçant, il arrive en face du client, il fait quelques lignes qui est ensuite rentré dans l'entreprise, synchronisé dans la database. Un mois ou 2 mois après, un autre commerçant qui visite le même client, qui reçoit le même visiteur. Cédric Ternois et puis ensuite Sandra Collomb sur le même thème, s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui, clairement, les outils CRM qui disent sur le marché, bon, il existe pléthore, mais il y en a, effectivement, ils sont optimisés pour ça. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a des choses qui sont faites pour être le plus efficace possible. On parlait de tablettes et les choses sur lesquelles on peut effectivement saisir en quelques lignes sur les tablettes et c'est resynchronisé sur le serveur après. Et c'est partagé avec l'ensemble des collaborateurs ou les associés, puisque ça peut être aussi une petite entreprise. Enfin, oui, clairement, les outils sont faits pour ça aujourd'hui. Sandra Collomb sur le même thème peut-être, et puis après mes deux autres intervenants. Arnaud Pagès, je veux parler, donc on va laisser. On va laisser Sandra. Merci Arnaud. Donc oui, aujourd'hui les CRM, ils sont faits. Enfin, historiquement, on les avait sur des PC. Aujourd'hui, la tablette, c'est notre outil au quotidien. Enfin, j'entendais Stéphane Richard dire que la tablette, c'était le tableau noir de l'écolier. Donc demain, tout le monde sera équipé de tablettes et travaillera avec les tablettes. Donc bien évidemment que les outils CRM, l'intérêt notamment quand vous achetez un CRM qui a pour principe de traiter la partie SFA, vous devez parfois entendre parler de ça, donc Salesforce Automation, c'est la déclinaison du CRM pour les forces de vente. Et donc dans les forces de vente, c'est tout je dirais le parcours du prospect au client que doit traiter le commercial, et entre autres le compte rendu d'une visite, ça fait partie, c'est une des étapes à réaliser. Et ensuite, la manière dont vous allez implémenter le CRM chez vous, vous permettra de récupérer ces rapports qui soient accessibles par les autres commerciaux ou même les assistantes quand il y en a, etc. Donc oui, le CRM, c'est fait pour ça et c'est fait pour partager l'information au sein de l'entreprise. Arnaud Pagès, vous vouliez ajouter quelque chose? Il y a un élément clé autour de ça, c'est que la problématique qu'il peut y avoir dans certaines populations commerciales, c'est que cette notion de compte rendu de visite et de CRM, elle peut être vécue comme du flicage. C'est-à-dire que ils vont le faire parce qu'il faut le faire, ou pas spécialement le faire et puis mettre quelques informations histoire de le faire, histoire de dire mon chef des ventes il va me laisser tranquille, je vais mettre que j'ai rencontré le prospect, je l'ai pas spécialement rencontré. Donc il y a effectivement l'importance en amont de bien expliquer en quoi la valeur que ça va leur apporter, ce qu'expliquait Laurent tout à l'heure sur justement toute l'interaction client qu'on va pouvoir faire derrière. Et puis il y a aussi de mettre en place, si on n'a pas la certitude que ça va être fait et bien fait, il y a des entreprises qui variabilisent dans les rémunérations des commerciaux la qualité des données renseignées dans le CRM. Et certains mettent même des contrôles qualité pour s'assurer que la donnée est bonne et mettre des pénalités si c'est pas fait. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes aussi. J'ajoute, qu'est-ce que vous voulez comme information? Parce que nous, on a des commerciaux, je pense qu'ils vont concourir au prix Goncourt. Ils écrivent des comptes rendus de visite, mais en fait, j'ai rien appris. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le rendez-vous. Quel était l'objet? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui doit se passer après? Pour moi, un compte rendu, c'est 3 lignes, c'est peut-être 3 mots. Et pensez à vous, comment vous allez exploiter ce compte rendu. C'est très important. Ok, il va vous mettre des phrases, des mots, mais comment vous allez l'exploiter? Alors, est-ce que c'était un rendez-vous physique et qu'est-ce qui s'est dit? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, lorsque vous allez leur formuler la demande, voilà ce que moi j'attends comme compte rendu, quitte à mettre un format, quitte à mettre des cases dans le CRM, pensez à vous, à l'exploitation. Quelle valeur ça va procurer pour vous? Écoutez, je suis désolé, mais on arrive au terme de notre entretien de ce matin. Je vous remercie beaucoup au nom du magazine Conquérir à tous les intervenants pour votre attention et vos questions aussi. Bonne journée.